俺の時間には限りがある。いいか、人には必ず出番ってものはあるんだ。Plongés en plein fantasme, à l'emprise de l'irréel, nous sommes à ce que tout fan de One Piece rêvait de découvrir un jour, le récit des grands de ce monde. Deux personnages symboles de l'ancien temps, de l'histoire, de la légende. Deux figures construites autour de la frustration. La première uniquement présentée jusque-là vieux et malade, et la seconde étant le mythe par excellence, celui qui est raconté par les autres, dont les exploits surclassent toutes les autres histoires, car plongé à la frontière de la fabulation. Il aura fallu attendre plus de 22 ans et 965 chapitres pour lever le voile sur toute cette mystification. Nous voyons enfin Goldie Roger, non pas le dieu, ni la figure, ni le symbole, mais l'humain, celui qui a les mains tachées de sang et qui attend son grand rival de toujours pour l'affronter. Avec un Shanks mangeant sur les cadavres des marines tombés au combat et un Riley un sabre sur l'épaule, nous avons ici de véritables pirates. La nature s'affole, que ce soit sur terre, dans la mer ou dans le ciel, tous les animaux fuient le monstre, celui qui sera considéré dans 3 ans comme le roi des pirates, seul être à avoir fait le tour du monde, découvrant Raftel et avoir caché son trésor légendaire, le One Piece. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 965, une review différente des autres car étant en déplacement pour la Croix-Rouge, nous sommes alors obligés de changer de format qui sera certes plus court mais beaucoup plus condensé. Alors si vous avez loupé des informations ou explications et que certains détails vous ont échappé, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour ça. Vous êtes prêts? Plongeons ensemble dans un monde où les rêves côtoient la réalité. Le chapitre s'ouvrant sur le mangaka replongeant une dernière fois avec nostalgie dans l'explication de son monde via le regard étonné d'Oden Kuzuki. Oui, ce monde est divisé en 5 mers, oui, ce monde est rond, oui, ce monde est dirigé par un gouvernement n'ayant pourtant aucune emprise sur Wano Kuni. Une institution qui à première vue rassemble les gens, mais dont le seul pays qu'elle ne contrôle pas est considéré comme libre, alors que ce dernier est une véritable prison car coupé du reste du monde, ses habitants étant tels des oiseaux en cage. En 2 lignes de dialogue, Eiichiro Oda décrit la complexité et l'ambiguïté de son univers étrangement proche du nôtre et où seul voyager peut apporter des réponses. Voyage avant de tirer des conclusions fait alors ici écho aux paroles de Riley au chapitre 507. Les mêmes paroles prouvant que les secrets de ce monde ne sont peut-être pas si objectifs que ça. Chacun tire sa propre conclusion. Beau message du mangaka qui annonce que lorsque nous lecteurs allons découvrir avec Luffy le One Piece, nous en tirerons sûrement nos propres conclusions. Et alors qu'Oden rédige son carnet, les pièces de cette frise chronologique déstructurée elles se mettent petit à petit en place. Nous sommes il y a 28 ans et Barbe Blanche fait la rencontre de sa mort, à tête triste et sale, orphelin qui pleure sous la lune, deuxième serpent de ce chapitre comme du manga, Marshall D. Teach. Le temps passe, la famille de l'homme le plus fort du monde s'agrandit et les pirates sont de plus en plus nombreux sur le pont du Moby Dick. Une décision est alors prise, diviser le commandement pour une meilleure organisation. Oden sera dorénavant le commandant de la 2e division de la flotte de Barbe Blanche. Ça y est, nous avons notre réponse, la nostalgie nous frappe en comprenant la position de cette division maudite dont Ace reprendra plus tard le flambeau après la mort d'Oden. Belle symbolique de ceux à avoir occupé cette place qui sont finalement tous les deux des grands frères. C'est la même année que Momonosuke, digne héritier du clan Kuzuki, naît. 1 an après leur première rencontre, Oden et Toki sont parents, et cette dernière, venant d'il y a 800 ans, semble oublier sa mission. Pourquoi a-t-elle voyagé dans le temps et pourquoi doit-elle revenir sur Wano Kuni? Peu importe, elle semble avoir trouvé l'amour. Le sort semble favorable au clan des dirigeants de Wano Kuni, pourtant c'est sur les terres des samouraïs même que se trame leur fin. Pays dont la géopolitique féodale d'ailleurs se complète enfin, les 5 régions étant dirigées par 5 familles de daimyo, des clans bien sûr vassaux à la famille Kuzuki, est le shogun du pays siégeant à la capitale fleurie. Nous avons donc le clan Shimotsuki, famille de Ryuma, Yasue et Ushimaru, maîtres des terres d'Akumai et de Ringo. Le clan Amatsuki, famille de Toki, clan qui semble aujourd'hui disparu, expliquant pourquoi les Shimotsuki contrôlent 2 régions, l'une d'elles devait appartenir aux Amatsuki. Le clan Kurozumi, famille d'Orochi, aujourd'hui destituée due aux actions du grand-père d'Orochi. Cette famille devait diriger les terres de Kuri, expliquant pourquoi des années plus tard la région s'est transformée en lieu de non-droit, conquis
acquises plus tard par Oden. Et enfin, les clans Fugetsu et Uzuki dirigeant des terres de Udon et Kibi. Chaque clan possède dans leur nom la lune, comme évoqué dans nos précédentes analyses, que ce soit clair de lune pour Kuzuki, lune glacée pour Shimotsuki, lune céleste pour Amatsuki, pluie et lune pour Usuki et vent et lune pour Fugetsu, excepté le clan Kurozumi, unique clan portant un nom évoquant le sombre et les ténèbres, opposition claire à la clarté de la lune des autres clans que Luffy va devoir refaire briller en chassant l'obscurité de Wano Kuni et donc en destituant les Kurozumi. C'est en parlant des daimyo que un nous interpelle plus que les autres, Ushimaru Shimotsuki, daimyo de Ringo, dont la présence auprès du shogun rappelle énormément la figure de Zoro. Ce dernier étant élevé au village Shimotsuki et portant en lui le Bushido, le doute sur des liens de famille sont présents. Les membres de la famille Shimotsuki ayant quitté le pays pour fonder le dit village sur East Blue auraient alors très bien pu monter à bord du navire de Goldie Roger qui lui, après avoir fait le tour du monde, retournait sur East Blue. Il est alors à parier qu'à l'instar de Izo chez Barbe Blanche, d'autres samouraïs fassent le même geste en montant sur le pont de l'Oro Jackson, fondant un village et aussi une famille. Ainsi, Zoro serait le descendant des Shimotsuki et donc de Ryuma, véritable légende et protecteur du pays. Le destin tout tracé, Roronoa Zoro pourrait très bien avoir, sans même le savoir, emprunté le nom de sa mère pour protéger ses origines et devenir ainsi le prochain protecteur de Wano Kuni comme l'était son ancêtre. Toujours chez les Shimotsuki, c'était au chapitre 942 que Yasue, aux portes de la mort, annonçait « Orochi, toi qui étais si redevable à Oden, tu as comploté contre lui ». Kudezumi Orochi, héritier de son clan, tente alors d'accéder au pouvoir aidé par une sorcière. Immense ironie chez le méchant de l'histoire, car celui qui va être poussé sur le trône par une prophétie va être destitué par une autre. Voilà pourquoi la parano d'Orochi est si moquée par son entourage depuis le début de l'arc. Cet homme lâche et faible craint le retour des fantômes, car que ce soit sous la pluie ou dans les flammes, une sorcière lui a prédit son avenir. Profitant de l'absence d'Oden, le serpent met en pratique son coup d'état silencieux à l'aide d'une sorcière, véritable diable à qui l'on vend son âme, possédant étrangement à elle toute seule 2 fruits du démon. En effet, alors que nous sommes dans un pays fermé au monde entier et ne connaissant rien des fruits du démon qui considèrent comme de la magie, nous avons pourtant un personnage possédant premièrement le Mane Mane no Mi, futur fruit de Bone Clé, mais aussi le Hebi Hebi no Mi, modèle Yamata no Orochi. Mais alors d'où vient-elle? Ne serait-ce pas là un complice d'une catastrophe plus grande encore que la prise de pouvoir d'Orochi? Celle de Kaido. Une sorcière avec un pouvoir infini, car comme Light Yagami, elle se trouve dans un monde où normalement le carnet de la mort, comme les fruits du démon, n'existe pas. Personne ne peut la soupçonner, empruntant dans ce chapitre le visage qui semble être celui de Shiki le lion d'or dans sa jeunesse. Même sourcils, même bouche et mêmes yeux. Il est un pirate ayant côtoyé Kaido durant l'ère des Rocks. Est-ce que alors la sorcière faisant partie de l'équipage de Kaido aurait un jour pu toucher Shiki et mémoriser son visage? Car qu'est-elle devenue et pourquoi aider Orochi sans rien demander en retour, lui donnant un fruit du démon et usant de son pouvoir pour tromper la cour, se transformant une première fois en Oden pour convaincre Sukiyaki de le prendre comme serviteur, et une deuxième fois pour se transformer en Sukiyaki lui-même après l'avoir empoisonné pour nommer Orochi shogun et ainsi mettre pour la première fois le clan Kurozumi au pouvoir, légitimé par une histoire sombre dont la véracité n'est même pas confirmée et qui, s'il est un jour, n'excuse en rien le souhait d'Orochi à vouloir suivre la volonté de son grand-père assassin. Nous avons ici un véritable méchant, lâche et détestable qui va épuiser la gentillesse d'Oden jusqu'au bout, finalement même par le tuer lui aussi. Il est impossible de deviner comment l'arc narratif d'Orochi va se terminer, mais autant que j'espère de la satisfaction, j'espère surtout que la punition sera à la hauteur de la vilainie. Et c'est à ce moment-là que la construction d'un chapitre de One Piece fait que nous arrivons à l'essentiel. Iori Kuzuki vient de naître, Momonosuke a 3 ans et le monde tremble. La nature se déchaîne, annonçant la présence la plus marquante du manga. Un haki tellement puissant qu'il fait s'enfuir toute la faune. Goldie Roger est présenté comme un véritable monstre, expliquant alors aussi d'où Shanks tirerait son haki des rois aussi puissant, pouvant jusqu'à même abîmer la matière. Tout simplement de son ancien capitaine. Et si cela s'avère être vrai, Shanks pourrait plus tard l'enseigner à Luffy, complétant son entraînement des 3 formes de haki avec les empereurs et par la même occasion notre théorie sur le sujet, qui veut que Luffy ait entraîné son haki de l'observation chez Big Mom avec Katakuri, de l'armement chez Kaido avec Yogoro et des rois plus tard avec le roux. Goldie Roger et Barbe Blanche vont se la donner, ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Nous avons ici l'affrontement le plus épique jamais annoncé, une rencontre au paroxysme des échelles de puissance du procédé narratif Neketsu de One Piece, l'homme le plus fort du monde contre le dieu ultime du récit. Et alors une question se pose, allons-nous voir la source du pouvoir de Roger ou va-t-elle rester jusqu'au bout un mythe? Allons-nous enfin connaître sa véritable puissance? Car une chose est sûre, il manque des cicatrices sur le torse de Barbe Blanche, cicatrices que Roger risque de lui infliger dans le combat qui arrive. Souvenez-vous, c'était au
chapitre 434 que Shanks, en rencontrant Barbe Blanche, lui remémorait les blessures de Roger. Seulement, il n'est pas possible que Teach inflige sa marque sur l'œil gauche de Shanks, ce dernier n'ayant pas sa cicatrice à 14 ans au chapitre 958 ou même plus tard au chapitre 0 durant la bataille d'Edward. Par contre, il est possible que prenne place sur cette île la fameuse discussion du chapitre 576 entre les deux légendes. Mais le décor ne correspond pas au climat tropical de l'île, c'est pourquoi nous sommes convaincus que cette magnifique scène se déroule bien dans la dernière année de vie de Roger et sur Wano Kuni, lorsque le roi des pirates est retourné sur Wano pour ramener Oden après avoir été sur Raftel et donc capable de tout raconter à Edward Newgate. Roger aurait très bien pu prendre retraite au pays de l'harmonie dans sa dernière année de vie avant d'aller se rendre à la marine. Ce serait alors dans ce décor qui colle beaucoup plus à celui de Wano que la scène se déroulerait. Ce qui veut dire que pas loin, sous les cerisiers en fleurs, au chapitre 576, il y avait Oden Kuzuki. Même si cela demande beaucoup de temps, il est très intéressant de relire tous ces chapitres pour comprendre que l'auteur n'oublie absolument aucun détail, jusqu'aux cicatrices de ces personnages que nous pouvons pourtant compter par centaines dans une fresque chronologique totalement déstructurée sur 22 ans d'écriture. C'est un véritable vertige que de se rendre compte du travail monstre de préparation, de réflexion et de minutie que doit demander d'écrire le flashback le plus important de son histoire et de son monde sans que le récit ne s'écroule dans des incohérences. Non, ici tout est contrôlé par une main de maître. D'ailleurs, si notre travail sur le sujet vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas louper nos prochaines analyses et théories, et ça reste aussi le meilleur moyen de nous encourager. Merci beaucoup et j'en profite aussi pour vous mettre en description plusieurs théories qui sont des parfaits compléments à cette analyse pour approfondir le sujet si vous le souhaitez. Nous avons donc un magnifique équipage de pirates avec un Shanks qui se comporte d'ailleurs dans ce chapitre exactement comme Luffy et la présence de Skopper-Gaban qui prouve que Denjiro n'a rien à voir avec lui. Il ne reste alors plus que deux candidats adultes dans le présent, Kyoshiro et Koshiro. S'il s'avère que c'est ni l'un ni l'autre, alors la surprise sera plus qu'au total. Enfin, c'est sur cette île que Oden Kuzuki va faire la rencontre de celui qui va encore changer sa vie, rejoignant l'Oro Jackson avec sa famille et Inuarashi et Nekomamushi, mais laissant Izo sur le Moby Dick. Ainsi, Momonosuke au chapitre 919 disait vrai en affirmant avoir rencontré Goldie Roger mais étant trop petit pour s'en souvenir. Un chapitre faisant oublier Luffy, prouvant qu'une fois de retour dans le présent, les choses vont devoir être plus que surprenantes pour égaler ce que nous avons vu et ce que nous nous apprêtons à découvrir. Car Toki pourrait reconnaître le chapeau de paille, symbole de l'ancien monde et du secret de Marie-Joise, proposant à Roger de lui montrer la signification du dit et de l'aider à se rendre sur Raftel, en parlant du siècle oublié et des poneglyphes. Car après tout, il ne reste plus que 3 ans à vivre au Seigneur des Pirates, et avec un peu de chance, nous allons les passer avec lui, pour la première fois, foulant le pont de l'Oro Jackson et naviguant en quête de liberté, en quête du One Piece.